Maman, qu'est-ce qu'on mange? 2 minutes, je finis mon rang. Bonjour à tous et bienvenue dans La Maille qui murmurait à mon oreille. Aujourd'hui, c'est un moitié podcast, le podcast numéro 12, je crois, ainsi qu'une partie FAQ, car sous ma dernière vidéo, je vous avais demandé, et d'ailleurs il est encore temps, pour participer au concours que j'organise jusqu'au 14 février, de me poser une question. Donc j'ai plein de choses à vous raconter. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés, ainsi que les personnes qui m'ont gentiment laissé un commentaire super gentil comme souvent, comme d'habitude, et qui ont posé des questions très pertinentes. Voilà, donc j'ai décidé de revenir un peu plus vite que d'habitude, parce qu'ici, comme disent les jeunes, c'est pas qu'on a une connexion de poule, je dirais qu'on a une connexion de mouette. Il faut savoir qu'en règle générale, pour mettre en ligne une vidéo, je mets entre 12 et 24 heures. Voilà, donc j'espère que là j'arriverai à faire un peu plus court pour que ça prenne un peu moins de temps. Alors, j'ai fait un nouvel essai de lumière. Je vois que je suis un peu brillante, mais ça n'est pas que j'ai l'huile de mille feux, c'est qu'entre les lumières artificielles, etc., ça fait un drôle de truc. Donc j'essaie de faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas trop de reflets dans mes lunettes, en même temps pour que vous voyez bien les couleurs, enfin bon. On va voir, je fais au mieux, je tâtonne, toujours dans les travaux, n'est-ce pas? Donc vous ne voyez pas le chantier dans lequel je suis, mais ça touche bientôt à sa fin. On croise les doigts. Voilà, donc je vais vous faire un petit peu à moitié ce que je porte, ce que je suis en train de faire, ainsi que répondre à des questions. Il y a des choses qui vont répondre aux deux, qui vont faire une pierre deux coups, comme on dit. Voilà, alors j'en profite pour vous dire ce que je porte. Je porte le pull Ila, qui est un pull d'Orlan Suck, oui, je sais pas comment ça se prononce, que j'ai commencé en novembre et que j'ai terminé en décembre, donc j'ai pas mis bien longtemps à le tricoter celui-ci, et que j'avais fait c'était du coton mérino de Drops. Voilà, 50% laine, 50% mérino, coton. Et je vous avais montré les détails la dernière fois, avec voilà le petit yoke comme ça, le petit détail ici sur le côté, ainsi que sur les manches et sur, on voit mon t-shirt en dessous, le bas. Voilà. Et je porte mon châle entre les lignes de l'écheveau solidaire, car oui, si vous avez suivi un peu mes aventures, et voilà, vous savez que je suis partie en petit week-end tricot avec les tricopines, et dans le train, parce que j'ai eu quand même beaucoup de trains, 7h30 de train, on va dire, avec les changements, etc. Ça toussait, ça mouchait, j'avais un jeune étudiant à côté de moi qui n'arrêtait pas de renifler, et j'ai fini par avoir pitié et lui donner un mouchoir, mais je pense qu'il m'a un peu refilé ses microbes, donc voilà. Hein, voilà. Donc ce que je porte, voilà, je vous l'ai dit. En plus, j'en parle plus en détail dans un précédent podcast, donc vous trouverez tout avant. Ce que j'ai terminé et ce qui répond déjà à une question de Lucie Kumquat, où j'en suis de mon Jura? Eh bien, il est terminato. Voilà. Donc si vous suivez, il y a un cal pour tricoter ensemble le Jura. Alors que je cherche dans mes petites fiches, qui est un modèle de Trine Anelli, que j'ai tricoté en fil, c'est la Juliette de Dererum Natura. Je vois qu'il y a déjà des petits cheveux, des petites choses, en coloris Darjeeling, qui est très difficile, mais je pense que vous le voyez pas mal du tout, qui est souvent difficile à rendre à la caméra, car c'est entre un brun caramel qui a des sous-tons jaunes, mais pas que, voilà. Donc, il se tricote en quoi? En 5,5 et 5. Alors moi, voilà.
il n'a pas de difficulté particulière. Au début, on commence par cette bande. Alors, si vous entendez des clics, clac, 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 c'est les griffes de mes petits chiens qui viennent évidemment me rendre visite et qui font du bruit sur le parquet. Donc, il y a cette bande-là. Donc, on tricote cette bande, toute cette bande comme ça. Et ensuite, on vient relever des mailles, ce qui est la partie la moins rigolote à faire, on ne va pas se le cacher, pour ensuite faire le corps. Donc, il y a des raglans. Hop. Alors, l'intérêt, c'est que toute la bande, c'est un col-châle, comme vous pouvez le voir. C'est difficile à montrer parce que c'est un très grand gilet. Voilà. Toute la bande de l'encolure du col-châle est tricotée en même temps que le corps. Donc ça, c'est chouette. Donc, c'est tricoté avec des côtes. Une côte 1-1, je crois, de souvenir. Et ensuite, nous avons des points texturés. C'est-à-dire que là, ça commence par du jersey, puis un point texturé, puis un deuxième point texturé, et hop, un troisième point texturé, et on termine par une bande de côte. Donc même si c'est long en termes de taille, de longueur, parce que c'est un gilet qui arrive, vous voyez un peu le machin, quoi. Ça paraît pas être une éternité, d'abord parce que les aiguilles sont grosses, hein, et puis parce que le point texturé fait qu'il y a toujours des sections rigolotes et qui changent. En plus de ça, comme on a la partie col-châle plus la partie corps comme ça, on a toujours un truc à faire. Les manches, donc ensuite on a mis les manches en attente, et puis on tricote, que je vous montre correctement, voilà, les manches comme ça. Et ensuite, on a une grande bande de côtes, ce qui peut paraître un petit peu plus long, d'ailleurs. Hein, voilà. Vous voyez bien là. Tic. Moi, j'ai commencé le 20 décembre, j'ai terminé le 22 janvier. Donc, sachant que j'étais pas mono en cours. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Sur ce gilet, il n'y a pas de technique particulière, à part le relevage de mailles qui peut paraître un petit peu fastidieux. Moi, à un moment donné, il y a une manche qui doit être un petit peu plus irrégulière que l'autre. On voit plus des problèmes de tension. Je pense que c'est celle-là d'ailleurs. Et du coup, l'une d'entre vous, Marianne Maori 58, m'avait dit d'alterner, en fait, de mettre une aiguille de 5,5, une aiguille de 5 pour un peu calmer les problèmes de tension. Parce que entre le tricot, on est en aller-retour, et le tricot, on est en rond, effectivement, ma tension n'est pas gérée du tout de la même façon. Je l'ai vaguement bloqué, disons que je l'ai mouillé, je l'ai étendu comme ça. On ne peut pas dire que c'est aplani vraiment toutes les mailles, mais je pense aussi que ça fait partie du côté rustique de la laine. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est assez léger. Donc ça, c'est appréciable parce que c'est un gilet qu'on peut dégainer facilement à la maison. Dès qu'il y a un petit coup de frais, on n'a pas l'impression d'avoir 3 tonnes d'épaisseur sur soi. Moi, j'avais choisi cette couleur-là que mon homme ne peut pas blairer, mais parce que je trouvais qu'avec des jeans ou même avec un haut comme ça tranchait et j'avais pas envie d'avoir un grand truc trop foncé ou trop gris. Mais bon, il préfère quand j'ai du rouge, des couleurs un peu plus peps ou voilà. Moi, sachant que ma couleur neutre, mon noir à moi, c'est le bleu marine, mais alors là, pour le coup, je me voyais pas du tout tricoter un grand machin en bleu marine. Madame a les yeux qui fatiguent quand même. Donc voilà. Est-ce que oui, je suis contente. Je suis contente de gilet. Je le trouve assez sympa. Il a un petit côté, comme je disais, rustique. La Gilliatt, elle est rigolote dans le sens où elle est rebondissante. C'est-à-dire que quand on prend la fibre, je vous l'avais montré, d'ailleurs j'ai montré mes fils, mais il y en a encore qui dépassent, elle fait déon, on voit bien qu'elle est élastique, ce qui moi m'a procuré des petits problèmes de main, de douleur aux mains, parce qu'en fait j'avais du mal à gérer ma tension compte tenu du fait qu'elle était élastique, donc j'arrivais pas à savoir si je serrais suffisamment ou pas, et de temps en temps j'avais la laine, j'avais l'impression qu'elle s'échappait de mes doigts, et que du coup c'était... Voilà, c'était pas la fibre la plus agréable à tricoter pour moi, à cause de ça. En revanche, j'aime bien le rendu, je vous dis, et j'aime bien
elle est chaude sans être étouffante, elle est longue sans être envahissante. Je trouve que c'est un modèle sympa à avoir. Je pense que en demi-saison, on peut clairement sortir avec comme un manteau, enfin comme une veste manteau. Ça fait la blague. Là, je vais pas vous la passer maintenant parce que franchement, je suis déjà surcouverte et que si je fais ça, vous allez rien voir. Mais croyez-moi sur parole, ou de toute façon, vous aurez peut-être l'occasion de la voir une autre fois portée. Mais voilà, pas mal. Hop, ça va par terre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai pas mal de choses en cours, mais je vais passer assez vite parce que je voudrais en même temps répondre à vos questions. Et je vais revenir sur les choses en cours. J'avais une laine à chaussettes, je crois que c'est la JZ Socks de au fil d'Horus, que j'avais acheté donc il y a longtemps. J'avais déjà tricoté des chaussettes marron et je vous avais montré cette pelote un peu avec des petits confettis. Et j'avais tenté là un patron gratuit qui est la Cozy Autumn Socks, qui est un patron de chaussettes avec de la dentelle. Et moi, j'avais jamais fait de chaussettes à motif. Les seules chaussettes que j'ai fait, ce sont des chaussettes à la vanille, comme on dit, c'est-à-dire classiques où on déroule. Voilà, 64 mailles, pof, pof, pof. Je m'amuse un coup à faire des côtes plus ou moins longues, de 1, de 2, et puis ensuite jersey, pof, 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 et voilà, rien de bien spécial. Là, je me suis dit, je vais tenter autre chose, sauf que je t'ai fait le petit étui que Émilie m'avait confectionné, n'est-ce pas? Je voulais tester autre chose. J'avais essayé une première fois ce patron-là, je m'étais complètement plantée, parce qu'il faut être un petit peu concentré. Là, je m'y suis remise en disant qu'il n'y avait pas de raison, il fallait quand même que j'arrive à faire autre chose que des chaussettes à la vanille. Et j'en suis là. Voilà. Ça rend pas mal. Donc là, il y a une grande... en fait, il y a une répétition de... Je crois que c'est marqué dans le patron de 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que 5 ou... Je ne sais plus combien de torsades. 1, 2, 3, 4... Ouais, 5. Me semble-t-il. Ensuite, on fait un talon renforcé. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ouais. Voilà. Hop. Alors là où c'est long quand même, c'est que la dentelle se poursuit sur le dessus du pied. Pas sur le dessous bien sûr, mais sur le dessus. Voilà, c'est un modèle qui a été tricoté maintes et maintes fois, donc je pense que vous verrez plein de différentes versions de ce modèle. Moi je les tricote en deux. Donc j'ai racheté des aiguilles en deux parce que je trouvais qu'en 2,25, comme le fil est assez sec, le fil est assez fin et assez sec je trouve. Pas très... sec quoi, donc je me suis dit qu'avec de la dentelle en plus, je voulais pas avoir quelque chose de trop aéré à ajourer, sachant que ça reste des chaussettes et que si c'est des chaussettes un petit peu hautes, ça va pas être des chaussettes d'été. Tant qu'à faire, autant que ça me tienne un petit peu chaud. Donc j'ai descendu d'une taille et c'est quand même long en deux. On va pas se mentir, c'est assez long. Ça n'est donc que ma première. C'est pas quelque chose que je tricote tout le temps, vu qu'il faut quand même que je regarde sur mon application, c'est quoi, Knitting Companion, Knit Companion, une application que tout le monde, que beaucoup de tricoteuses utilisent, qui permet sur son téléphone, son ordinateur ou sa tablette de pouvoir marquer au fur et à mesure où on en est, les noms de rang, et on a une barre jaune qui surligne là où on en est de sa grille de dentelle, de jacquard, peu importe. Donc c'est assez pratique, mais donc voilà, c'est pas quelque chose que je peux faire sans y penser. Mais le résultat est somme toute assez joli. Voilà, donc ça c'est ce que je fais petit à petit. Je ne sais même pas quand est-ce que je les ai commencés, mais on peut pas dire que ça avance bien vite. Ah, mais j'ai pas rangé ma chaussette dans son petit... C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ensuite, autre projet en cours. Quand je suis partie en week-end avec mes copines, je voulais donc commencer quelque chose dans le train qui ne soit pas trop encombrant et je me suis dit, quoi de mieux, soit qu'une paire de chaussettes, mais j'ai quelque chose à vous montrer après, soit un châle. Et j'avais acheté au Salon de la Laine de Felletin
2 écheveaux de chaque de chez La Féfile. Voilà. Du mohair et soie qui s'appelle Ça passe crème, 72% kit mohair et soie et 28% soie. C'est de la lace qui fait 420 mètres environ pour 50 grammes, qui est d'une douceur incroyable. Et la Sakura qui est 75% mérinos, c'est 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et en fait, j'avais flashé sur ce coloris-là, qui était sur le stand de By Night, de chez Nathalie, By Night Création. Et elle avait un châle, en fait, qu'elle exposait, et avec cette laine-là. Je savais pas que c'était pas la sienne, évidemment. Du coup, elle m'a renvoyée chez La Féfile, j'ai pu me procurer la laine, et je lui ai acheté le patron du châle Bliss. Et tant qu'à faire, je vais vous le montrer sur l'endroit. Et voilà cette beauté. Donc, j'ai démarré. Alors moi, c'est une... On va pas dire que c'est une première, mais oui, ça fait pas très longtemps que je fais des torsades. J'en avais fait un petit peu, sur le Lia un petit peu. Mais celles-ci sont bien dodues, hein. Elles sont toutes... Et ça, c'est pareil. C'est pas un projet qu'on peut faire en n'y pensant pas, enfin en faisant autre chose. C'est pas du sans cerveau, comme on dit, puisque vous avez des rangs différents. Enfin, oui, toute cette bande de torsade tout le long, avec un point texturé ensuite qui va s'agrandir, et voilà. Je trouve ça très joli. Et je trouve qu'avec cette laine, ça rend super bien. Ces petits speckles roses, il y a du rose, du vert, du rouge un petit peu. Enfin voilà, je trouve ça très doux. En même temps, c'est exactement ce que j'aime. C'est-à-dire que le petit neutre qui n'est pas tout à fait neutre, donc qu'on peut mettre avec beaucoup de choses. Et puis c'est super doux, quoi. C'est vraiment super doux. Alors moi, je n'avais pas d'aiguille à torsade. Donc au début, quand j'étais dans le train, je me suis amusée. J'avais pris ça avec moi pour pouvoir mettre mes mailles. Et voilà, c'est un petit peu galère. Bon, ça a fait la blague pendant mes heures de train, mais voilà. Ensuite, on est allé dans une mercerie à Clermont-Ferrand avec les tricopines où j'ai trouvé donc des aiguilles à torsade comme ça. Je suis pas encore très à l'aise, c'est mieux, mais c'est grand pour moi. Et j'avais commandé avant cela une aiguille. Alors j'avais pas trouvé l'aiguille à torsade. D'ailleurs Nathalie de By Night, elle conseille, je crois, l'aiguille à torsade, celle qu'elle préfère. Je crois que c'est Clover qui fait ça. C'est comme une espèce de crochet comme ça, mais avec une boucle, ce qui fait que c'est pas trop long, ça tombe bien, ça coince la maille, mais dans le sens de la hauteur. On n'est pas embarrassé avec nos aiguilles. Moi, j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé ce petit outil-là qui sert à beaucoup de choses, visiblement, parce que ça, c'est souple. Donc, ça peut servir à mettre des mailles en attente. Ça peut servir à rattraper des mailles. Et moi, je m'en sers exactement comme une aiguille à torsade. C'est-à-dire que je mets mes mailles dessus, pouf, ça se met comme ça à la verticale. Donc je tricote et hop, je les remets sur mon aiguille. Alors moi, j'arrive pas trop à tricoter directement sur la petite aiguille là. Je préfère quand même la remettre sur l'aiguille principale et tricoter ensuite. Mais du coup, ça me gêne beaucoup moins dans la manipulation et je trouve cet outil très pratique. Voilà. Si vous voulez, je vous dirai le nom de ce petit machin. Je n'ai pas l'étiquette avec moi, mais je sais que je l'ai gardé précieusement pour pouvoir vous le mettre. Peut-être que ça vous rendra service. L'avantage, c'est que c'est fin, c'est en bois, c'est léger, donc les mailles ne risquent pas. Et puis cette matière-là, c'est un peu comme c'est du tissu, on dirait, vous savez, les tendeurs, les trucs de vélo là. L'avantage, c'est que je pense que les mailles ne glisseront pas dessus. On risque pas d'échapper des mailles. Pas comme le métal, justement. Parce que quand on tricote une fibre comme celle-ci, qui est très glissante, on aime bien que ça reste sur nos aiguilles. Parce que les torsades, si ça commence à se faire la malle, c'est moins drôle. Hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi ce que je suis en train de faire.
Ensuite, j'en fais plein des petits trucs. Encore une petite paire à chaussettes, mais 2 chaussettes à chaussettes. En fait, quand on est parti en week-end, je voulais faire une surprise aux filles. Et je voulais absolument essayer de tricoter la Mondime, qui est une laine portugaise, avec donc des moutons portugais. Tout est fait là-bas, non superwash. Et il paraît que la boutique à Lisbonne est magnifique. Donc ça fait partie de mes rêves et de mes grandes envies, c'est d'aller là-bas et voir le mur de couleurs. Et je voulais absolument cette couleur-là parce que je trouvais que c'était trop génial. Donc j'ai commandé 4 pelotes puisque nous étions 4 et je me suis dit que comme nous avions prévu de castonner notre truc, c'était de castonner un projet d'un designer français. Comme on n'avait pas toutes les mêmes besoins, etc., et qu'on n'a pas forcément, tout ne va pas à tout le monde, on s'est dit, bon, on se donne une ligne de conduite, ça va être un designer français que je ne vais pas pouvoir vous présenter, mais je vous en parle après. Mais je me suis dit, comme on va passer quand même notre week-end à papoter, je nous connais un peu, c'est pas notre premier week-end, je me suis dit que ce serait sympa qu'on ait de quoi castonner une chaussette dans le pire des cas, parce qu'un pull, ou un pull, un châle, un machin, ça peut être quand même plus compliqué. Et voilà, et moi j'ai castonné cette chaussette. Alors, ce qui est un mélange de plein de choses, je n'ai pas le patron là sous les yeux, mais j'ai fait des côtes torse, enfin semi-torse. Ensuite, j'ai fait, je sais pas comment ça s'appelle, c'est Émilie qui m'avait donné cette recette de côte de 2, mais pas tout à fait normal, puisque un rang sur 2, on fait un rang à l'endroit. Voilà, et du coup, ça change. Donc, je sais pas jusqu'où je vais aller. Je vais continuer pour faire une jambe assez longue. Et ensuite, je verrai ce que je fais comme dessin. Voilà. Donc, on a tout fait. On n'a pas tout commencé ces chaussettes. Mais je sais qu'Emma, elle a fait une chaussette à la vanille. Elle fait un grand tube en jersey. Mais c'était cool d'avoir ça. Et ça leur a fait super plaisir. Donc, j'étais hyper contente. Et ça sera la paire de chaussettes dès notre week-end, donc ça je suis ravie. J'aime bien comme ça, quand on fait des projets et que ça symbolise un moment partagé avec des gens, je trouve ça chouette. Voilà. Après, comme autre projet en cours, alors ça c'est un projet que j'ai commencé quand... Je l'ai commencé le 16 janvier. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais si j'arrive à vous remettre le générique de début là, où j'espère, parce qu'en fait, j'ai dû l'enlever en cours de route, car YouTube m'a dit que les musiques, je sais pas quoi, étaient pas libres de droit, alors que si, complètement, et en plus j'ai bien vérifié, c'est moi qui ai choisi la musique, j'ai fait attention à tout ça, et en plus je cite toutes les musiques, et bref, on va pas rentrer dans les détails, mais dans ce clip de début, je porte le pull original ou que j'avais fait en laine ombelle de Fonty, et il me restait de la ombelle et je ne voulais pas que ça reste comme ça, voilà. Donc quand je suis allée à Felletin, je suis allée visiter, vous savez, je vous avais fait un petit reportage, la manufacture Fonty, et j'avais racheté, je voulais une pelote de violet et je voulais du blanc pour me faire le sorbet cardigan, qui est de Milfried ou Milfried, Milfried je dirais. J'ai pris tous mes restes. Vous avez des lunettes de soleil, j'espère. Parce que alors, attention. Attention. Il y a de la couleur. Voilà. Donc, par rapport... J'ai racheté quand même. Ça, je l'avais. J'ai racheté... Ouais, j'ai racheté les couleurs. J'ai racheté ça et le blanc. Mais j'ai 2 roses différents et j'ai des rouges, donc je suis en train de tout liquider. J'ai fini tout le rose, j'ai fini le rouge là et je le reprends sur les manches là. Et après, je vais devoir repasser, parce que mes manches seront pas assez longues, à un autre rose. C'est pas celui-ci, à la caméra vous avez l'impression que c'est le même, mais c'est pas le même. Donc je vais finir avec un rose comme ça et... Après, il faut que je relève toutes les mailles, que je fasse une bande de boutonnage en blanc. Je m'amuse bien. Voilà. Ça, c'était le gilet pour finir les restes.
Et ça, je m'éclate. Ça, c'est exactement le genre de projet qui m'éclate. Alors, je n'aime pas... Ça fait partie des questions d'ailleurs que vous m'avez posées. Ça tombe bien, je vais pouvoir y répondre. Vous me demandiez souvent quelle était ma fibre préférée. Alors, je ne sais pas encore quelle est ma fibre préférée. En revanche, je sais qu'il y a des fibres dont j'aime le rendu, mais que je n'aime pas tricoter. Typiquement, la ombelle. Je trouve ça, moi elle ne me pique pas, je la trouve hyper agréable à porter parce qu'elle est suffisamment dodue pour être chaude, tout en étant légère. Elle est poilue mais elle perd pas ses poils, enfin moi j'ai pas trop, je trouve pas. Mais en revanche, par moment, c'est des cheveux à tricoter quoi. Voilà. Vous voyez, il y a des différences d'épaisseur dans un brin qui font que parfois il y a des irrégularités et surtout c'est pas toujours agréable à tricoter. Mais je kiffe quoi. Alors ça, typiquement, c'est des couleurs qui me rappellent ma maman. C'est rigolo, hein. Le côté un peu, c'était à une époque, c'était super à la mode le violet. Bah là, ça revient en force, hein. Mais le violet avec le rouge, etc. Moi, voilà. Voilou. Donc, je me suis bien amusée. Donc, le patron nous dit que on peut faire des bandes soit de 10, soit de 11 cm, me semble-t-il. Moi, j'ai fait des bandes de 11 cm, sauf que j'ai pas calculé, hein, j'ai fait à la one again, hein. J'ai fait avec mes restes, donc je me suis dit, allez, on verra bien. Attends, excusez-moi, il y a le bruit des aiguilles. Autant là, j'ai réussi à faire des bandes de 11 cm, tac, tac. Et puis sur les manches, évidemment, non. Parce qu'en fait, on met les manches en attente. On fait des, hop, manches, on fait le raglan. On met en attente à partir du, je crois que moi, à partir d'un 2 rangs jaunes. Et ensuite, on continue le corps. Et on fait avec ce qui nous reste, voilà. Donc les manches, les bandes des manches n'ont pas toutes la même taille. Elles ne font pas toutes évidemment au centimètre, elles font même toutes moins. Elles sont assez irrégulières. La seule chose que je me suis fixée comme objectif, c'est que les bandes soient de même largeur sur chaque bras. Voilà. Autant qu'elles ne soient pas exactement la même largeur que sur le corps, ça m'était égal. Autant, voilà. Donc j'ai compté les rangs et surtout pesé ma laine avant. Un petit conseil en passant, au début, puisque vous voyez, je tricote les deux manches en même temps. Au début, j'ai pris une pelote, fil du début, fil de la fin, en me disant, voilà, je vais tricoter, je pèse ou je regarde, et puis hop, 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 je fais 5 rangs là, mauvaise idée. Avec la ombelle, très mauvaise idée, parce que ça s'en mêle. Donc c'est un vrai... non, c'est pas la chose à faire. Donc ensuite, j'ai vraiment pesé ma laine au début. Quand j'ai pesé régulièrement et quand j'ai vu que j'étais à la moitié, j'ai coupé mon fil et j'ai fait l'autre côté. Voilà. Ça marche super. Donc là, j'en suis en train de terminer le rouge. Sur quelle manche ? J'ai terminé... Moi, j'en suis là. Non, celle-là, elle est finie. Voilà. Et il me reste ça de rouge à faire. Et ensuite, je vais terminer, parce que sinon j'aurai encore les bras trop courts. Je vais remettre du rose. Et je mettrai... Alors, autant la bande d'encolure va être blanche. De toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Mais c'était bien, parce que l'idée, c'est que ça aille avec tout quand même. Il est assez court. Enfin, il va pas être trop long, mais pour le coup, je veux pas un pull trop long. Un gilet trop long avec des bandes de couleurs, là, c'est sympa que ce soit... C'est assez imposant en termes de coloris pour pas que ce soit un manteau quoi. J'aurais bien voulu des poignets pas blancs parce que je me dis que c'était pas la bonne idée, mais je pense que je vais pas avoir le choix. C'est comme ça. Je vais pas racheter une pelote d'ombelle, on est d'accord, hein. Mais je suis hyper contente parce que j'aurai plus de reste de mes couleurs. J'ai tout liquidé. Ce violet, c'est vraiment ce violet que je voulais. Je le trouve hyper beau. Donc voilà, je suis hyper contente de ce projet. Ça, c'est un projet qui va vite. En revanche, il n'y a que 3 tailles dans le patron. Je ne trouve pas qu'il soit très inclusif en termes de taille et qu'il n'est pas... C'est assez sommaire, hein. En fait, il faut un peu se débrouiller. Voilà, il n'y a rien. C'est pas un... Bon. Mais moi, ça me va. Je vous dirai quand je l'aurai essayé qu'il sera fini, si finalement j'en suis contente ou pas.
pour l'instant, j'en suis contente. Dans le genre de projet que je voulais faire, qui était ma castonite française, j'avais décidé de faire le Boswellia de Marie-Amélie Design. Parce que pour Noël, mon fils aîné Max m'avait offert cette laine qui est la Crazy Ball que je lui avais demandé au départ pour faire des chaussettes. Et en fait, je me suis dit que c'était bien. Je l'ai déroulé, renroulé, c'est pour ça que c'est un peu le bazar. Je me suis dit que ce serait super de la mettre dans un jacquard. Et moi, ça répond aussi à une de vos questions. Qu'est-ce que tu aimerais faire cette année ? Le jacquard fait partie des choses que j'aimerais bien tenter. Parce que je ne me suis jamais mise, à part sur un bonnet tout simple. Mais sinon, j'ai jamais fait de pull en jacquard. Et ce modèle-là me tentait bien parce que le fil fait le boulot tout seul. Donc on n'a que 2 couleurs. En revanche, j'ai pas encore trouvé la fibre qui ira avec parce que je voulais faire avec un reste de Flora. J'ai essayé et en 3,5 c'est trop déjaugé, c'est pas joli. Donc je sais pas encore. J'ai passé. Ça répond aussi à une autre de vos questions qui disait est-ce que tu as besoin d'être en forme pour tricoter ou est-ce que ça te vide la tête ? Alors les deux, mon caporal. Comme j'ai un peu la crève, hier j'ai passé mon temps à faire et défaire. Pour me rendre compte à la fin des fins, d'une, que je m'étais au début plantée de taille d'aiguille, de deux, que la Flora, ça fonctionnait pas. J'ai même galéré à lire le patron parce que je ne sais toujours pas lire un diagramme de jacquard, mais heureusement, Pauline de Magliari Torta m'avait aidé en me disant voilà comment on fait. Bon. Bref, des erreurs de débutants. Donc ça, j'avais réussi à lire le patron, mais pour me rendre compte que de toute façon, avec la Flora, ça ne marchait pas. Voilà, le but étant de faire un petit pull. Ce que j'aime bien dans ce modèle du Boswellia, qui est un patron gratuit, donc je répète de Marie-Amélie Design, c'est que c'est un jacquard mais qui est assez fin, puisqu'il se tricote en 3,5 et que le modèle présente quelque chose d'assez fluide, ce qui me plaisait aussi. Ça fait pas, parce que moi j'habite dans un climat relativement tempéré en bord de mer, donc j'ai pas besoin d'avoir un gros pull de montagne très épais qui va tenir très 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 chaud. J'aimais bien cette idée d'avoir quelque chose d'assez fluide que je puisse porter un peu, comme maintenant quoi. Donc je n'ai pas dit mon dernier mot, mais j'ai pas encore trouvé la fibre. Hier à l'apéro tricot, Mélodie, une copine, me disait de regarder la Mondim, ce qui était une super idée puisque c'est une laine super wash, mais on n'en trouve que chez Lana & Tricot, il n'y a pas le coloris que je souhaite. J'aurais bien voulu soit un beige, soit un gris clair. Voilà, donc ça va être... ça, c'est mon prochain projet pull que j'ai vraiment très très envie de faire. Et j'ai très hâte de pouvoir voir le petit jacquard et de me dire « Oh, c'est mon fiston qui me l'a offert. » Voilà. Maintenant que j'ai passé un peu sur les petits projets comme ça, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées, puisque j'ai dit que la connexion était à la vitesse de la mouette, mais je vois qu'on en est quasiment à une demi-heure. Vous m'aviez demandé quel était le projet dont je suis le plus fière. C'est clairement mon Whitmore que je vous ai amené. Voilà. Ça, c'est le projet que je kiffe à fond. En plus, depuis la dernière fois, j'étais très raisonnable et très sage. J'ai rallongé les manches. Donc maintenant, il me va très bien. Il a des manches longues. Et j'aime tout dans ce pull. La douceur du fil, tout. Vraiment, je l'adore. Ça, c'est le pull dont je suis très fière. Je trouve que je l'ai réussi. Il est beau, je me sens bien dedans. Enfin, il coche toutes les cases, celui-ci. Ce qui est assez rare pour un. Bon, voilà. On m'avait aussi demandé quel était celui que j'avais le plus porté. Alors, c'est un vieux machin qui est je me rappelle même plus en quelle laine. C'est le Sunday Cardigan de Petite Knit que j'ai, version mohair, que j'ai porté et reporté. Je sais plus exactement quel était le mohair que j'ai utilisé. C'était pas de la drop, ça j'en suis certaine, mais je le voulais en bleu marine. Voilà.
Ça, pareil. Encore une fois, le mohair, c'est pas ce que je préfère tricoter parce que oui, c'est pas toujours très agréable à tricoter, mais en revanche, qu'est-ce que c'est agréable à porter pour moi qui ne le craint pas. Je trouve que c'est d'une légèreté et d'une douceur incomparable. Et j'aime quand les pulls sont légers, en fait. Je trouve ça très, très agréable parce que ça tient chaud sans être imposant. Voilà, ça c'est le gilet que j'ai dégainé, mais avec tout, 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 tout. Il est, voilà, c'est vraiment le petit gilet classique qui a même pas qui a pas de bouton, qui a pas besoin, qui fait la blague, qui voilà, que je dégaine tout le temps. Celui, vous m'avez demandé aussi celui qui m'a demandé, enfin qui m'a posé le plus de problèmes à faire et qui est aussi celui que je porte le moins d'ailleurs. C'est mon gilet coquille des Maduché. Parce que c'était la première fois, je pense, que je dessinais, que je tricotais un gilet avec des motifs comme ça. Et la difficulté de ce patron, c'est qu'on faisait une bande là, on commençait les motifs, ensuite on reprenait l'arrière. Donc, en fait, là où ça m'avait vraiment perturbée, c'est qu'on se retrouve à tricoter des coquilles tête bêche. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, moi, en termes de logique 3D, il a fallu ensuite que je m'imagine le gilet porté pour comprendre. Voilà. Et puis j'avais dû rajouter des bandes de motifs parce que je le trouvais trop court, mais j'avais vu sur Ravelry que j'étais loin d'être la seule. Donc, fallait quand même. C'est un gilet que j'ai fait quand il y a au moins une année, hein, un an et demi. C'est quelque chose qui m'a demandé pas mal d'efforts. Ah oui, plus que ça même. Oui, bien un an et demi, 2 ans. Qui m'a demandé pas mal d'efforts, que j'ai tricoté à un moment où finalement j'avais plus besoin de le porter puisqu'il était trop chaud. Maintenant, je le trouve beau. Sincèrement, je le trouve très joli. L'erreur que j'ai faite, et ça c'est entièrement de ma faute, c'est que c'est un gilet qui est... Étant donné que c'est un gilet qui est très chaud par sa fibre, je crois, je sais même plus ce que c'est, il me semble que c'est de l'alpaga que j'ai mélangé avec du mohair, ou l'alpaga tout seul d'ailleurs. Toujours est-il que je l'ai tricoté en écru et en hiver, sur quoi on met de l'écru? Quand c'est un pull, oui, mais sinon, moi si je mets ça sur un t-shirt, mes t-shirts ils sont foncés. Et donc un gilet écru sur un t-shirt foncé, ça va pas. Donc finalement, je le mets. C'est quelque chose à mon avis qu'on mettrait plus facilement au printemps sur des petites blouses un peu plus gaies, plus claires. Le truc, c'est qu'en printemps, on n'a pas besoin de mettre un gilet aussi chaud. Donc là, c'est entièrement de ma faute. Autant si ma palette de couleurs à moi était des pastels, en termes de petits t-shirts, etc., je pourrais le mettre. Mais ça, en tant que pull, ça passe. En tant que gilet, ça veut dire que ce que j'ai en dessous est pastel également clair. Et ça ne l'est pas. Donc c'est quelque chose que je mets pas. Mais c'est entièrement de ma faute. Hein. Mais comme je le trouvais romantique par ses dessins, je le voulais clair. Je l'aurais fait gris, même gris clair. Ça n'aurait, j'aurais pu le mettre beaucoup plus. Donc ça, c'est ma faute. On m'a aussi demandé quels sont les accessoires, l'accessoire que je porte le plus. Alors, c'est l'accessoire pas que j'aime particulièrement le plus, mais c'est rigolo, c'est celui que je dégaine facilement, c'est que j'ai fait il y a pas longtemps, qui est The Simple Thing, qui est on va dire exactement le même genre de patron que la Sophie, hein, clairement, sauf que là c'est un patron gratuit que moi j'ai fait avec, je crois, tout simplement des restes que j'avais. Ça doit être de la Flora avec un reste de mohair et soie. Voilà, c'est pas un patron moi qui me fait waouh, je suis là, quel beau dessin, mais je le porte tout le temps parce que c'est hyper fastoche à mettre dans son sac. Voilà, à Clermont-Ferrand week-end, on met dans son sac à main, ça prend pas de place. On fait un petit nœud, pouf, ça tient chaud tout de suite. On n'a pas forcément beaucoup de matière à trimballer. Et du fait de sa couleur, ça va avec tout aussi, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je mets tout le temps. Le projet qui m'a
aussi demandé techniquement beaucoup de concentration et dont je suis très fière, c'est celui-ci. Qui est je crois que c'est le bucket bag de Petite Knit que j'ai fait, défait, refait, mais que je trouve ultra beau. Avec sa couronne, là, on augmente, paf paf, et ce point d'abeille comme ça que je trouve canonissime. En plus, la laine est belle. Je trouve que la technique de ce projet est vraiment... Alors, ma doublure est à la main, mais vous savez que je ne sais pas coudre, mais je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée. Avec le petit taille-corde qui finit. Enfin, moi, c'est un sac à projet que j'utilise tout le temps et que je trouve très très joli, quoi. Et ça, je sais pas si j'en ferai, hein, parce que c'est vrai qu'il m'avait donné beaucoup de difficultés, mais je trouve vraiment beau, quoi. Donc ça c'est un petit mélange de tout ce que j'ai fait, etc. On m'a posé aussi des questions sur où est-ce que j'achetais ma laine, si c'était en mercerie locale ou sur internet. Alors moi, je rêve d'acheter en mercerie locale. Malheureusement, nous n'avons pas ça dans notre coin. On a une boutique, on va dire une grande surface qui fait du tissu et un peu de laine, mais c'est pas du tout il n'y a pas beaucoup de laine, il n'y a pas beaucoup de laine pure laine et il n'y a pas grand choix. Donc moi je rêve d'avoir une vraie mercerie avec beaucoup de choix différents, que ce soit des teinturières indépendantes qui pourraient venir de temps en temps, comme que ce soit de la laine dite industrielle, mais qu'on ne trouve pas forcément n'importe où. Moi, la Rouetta, j'aimerais bien la voir en vrai, parce qu'il y a une palette de couleurs incroyable, la Fil Colana, la Tilia, donc la Mondim, j'aimerais beaucoup avoir de la Mondim. Oui, il y a plein de choses. Après, dans les teinturières indépendantes, il y en a plein aussi que j'aimerais voir. Mais ça, dans les salons, peut-être que c'est un peu plus évident. On va dire je ne peux pas encore tricoter de la laine de teinturière indépendante à chaque projet. C'est financièrement pas possible. Mais en revanche, si j'avais une alternative de drop, ça serait bien. Donc voilà ce que j'aimerais. Ensuite, je passe un peu... J'ai d'autres questions, mais en fait, je me rends compte que cet épisode va être beaucoup trop long. On m'a demandé comment j'avais rencontré les tricopines et comment on faisait pour partir en week-end, comment on s'organisait. En fait, c'est assez simple. Il y a très longtemps, puisque quand je suis revenue du Canada, j'habitais dans un premier temps à Noirmoutier, parce que mes beaux-parents avaient une maison là-bas qui nous ont laissé comme pied-à-terre momentané pour pouvoir atterrir, trouver un lieu. Voilà, donc on y est resté plus longtemps que prévu, puisqu'on devait y rester que quelques mois, on y est resté plus d'1 an. Mais c'était une chance de pouvoir rester là et de prendre le temps. Et du coup, c'est le moment où, en fait, où j'ai découvert les podcasts tricot. Moi, je ne connaissais pas du tout ça. Et c'est en cherchant des techniques de tricot, des points, etc., que je suis tombée sur l'univers des podcasts. Et je suis tombée sur Emma, de Tricolibri, que tout le monde connaît, qui a parlé lors de d'un de ses podcasts de Norvège, du fait qu'elle était allée à Stavanger, qu'elle avait vécu là-bas. Puis elle est maman de 3 garçons. Alors moi, je suis maman de 4 garçons. Mon mari a vécu à Stavanger aussi quand il était enfant. Voilà, je me suis dit qu'on devait être à peu près du même âge. Il se trouve que j'ai 50 ans, qu'elle a 50 ans aussi. Donc je me dis, si ça se trouve, mon mari, elle était à Stavanger au même moment. Alors, pas tout à fait, mais ils étaient dans le même lycée français. Et elle a eu la prof de dessin qui est une amie de la famille, qui est une amie à nous, qui est prof de dessin, qui est peintre aussi. Martine, qui est une bonne amie de la famille que je connais très bien. Donc tout ça a été rigolo, on a parlé de nos fistons, elle parle de la Creuse. Moi, mes beaux-parents, enfin mon beau-père est issu de là-bas, ils ont une maison là-bas, donc je vais au Salon de la Laine tous les ans. Donc tout ça faisait que c'était très rigolo. Donc je lui avais écrit un petit mot sur Ravelry, je crois. Et c'était l'époque où elle se baladait avec son camion et elle disait tiens, je veux bien vous rencontrer, ça serait chouette et tout ça. Et je lui dis si tu veux venir à Noirmoutier, viens, c'est chouette là-bas, c'est sympa, il y a plein de trucs à faire, enfin la mer est belle et tout. Et elle est venue, moi je l'ai accueillie dans la famille, elle est venue avec une très bonne amie à elle et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Elle est venue, il y avait plein d'amis à nous qui étaient là, des amis du Canada qui venaient, qui étaient de passage, donc c'était des grandes
bande de copains sur la plage, à pique-niquer, on organisait des apéros, on tricotait partout, enfin c'était super. Et à un moment donné, elle avait rencontré Émilie de son côté à Bordeaux et Anne à la montagne, qui elles se sont rencontrées aussi. Et du coup, un jour, on se dit, et si on partait un week-end? Alors oui, ça paraît dingue parce que moi, je ne connaissais qu'Emma. Émilie ne connaissait qu'Emma, Anne ne connaissait qu'Emma, et Emma nous connaissait toutes. Mais nous avions au moins en commun le tricot, donc on savait que de toute façon, voilà, ça allait bien se passer, quoi. Et c'est comme ça qu'on est parti un week-end l'année dernière du côté du Pilat. Et c'était super sympa et qu'on a décidé de recommencer. Et donc tout ça pour dire que les filles, n'hésitez pas. Si vous avez des copines, des tricopines avec qui vous communiquez, avec qui vous envoyez des messages, avec qui vous sentez que ça passe, lancez-vous, organisez un petit truc et puis vous verrez bien. Voilà. Nous, à chaque fois qu'on se retrouve, au bout de 2 secondes, on se dit « Ah, qu'est-ce que tu portes? C'est quoi? C'est chouette, quelle fibre, quel machin ?» Et c'est parti, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait et c'est comme ça que probablement on en fera d'autres. Et ça nous fait beaucoup de bien de se retrouver entre femmes, à parler de tricot et puis de plein d'autres choses bien sûr, de la vie, de tout ce que... voilà, de la vie, de ses aléas, de ses côtés chouettes, ses côtés parfois moins chouettes, mais ça nous fait une petite parenthèse hors du temps où on est bien, on est dans la laine. Et ça connecte les gens quand même, cette histoire de laine. C'est bien plus que du tricot, c'est sûr. Ça connecte les gens, les âmes, quel que soit l'endroit où l'on vit, quels que soient nos métiers, nos tranches d'âge même. Moi, j'ai rencontré plein de gens, on n'a pas du tout les mêmes âges. On n'a pas les mêmes problématiques du quotidien. Il y en a, bon voilà, mais qu'importe, qu'importe. Ça, je trouve ça vraiment magique, c'est le côté magique du tricot. Donc n'hésitez pas, si vous avez des personnes avec qui vous sentez qu'il y a un petit truc, lancez-vous. Qu'est-ce que vous risquez? Pas grand-chose, hein. Ça, voilà, ça répondait à certaines questions du comment t'as fait, comment, voilà. On m'a aussi demandé à quel moment j'ai découvert les aiguilles circulaires. Je les ai découvertes au Canada, au moment où je me suis remise au tricot. Donc on m'a demandé aussi un peu la genèse de l'histoire. Moi, j'ai commencé à tricoter quand mes enfants étaient tout petits. Donc pour info, mon aîné a 21 ans, mon deuxième en a 19, mon troisième en a 18 depuis 2 jours. Et mon quatrième va avoir 15 ans là au mois de mars. Et quand ils étaient petits, je dirais en maternelle primaire, début de primaire peut-être, je me suis mise à faire des premiers pulls. C'était des modèles fil d'art ou Katia. Et j'aimais beaucoup les laines qui changeaient de couleur, c'était assez sympa. Et j'ai fait aussi beaucoup de snood, parce que je trouvais ça très pratique. Il n'y avait pas l'écharpe où à l'école ils se tirent dessus, etc. Les maîtresses nous disaient que ça pouvait être un peu dangereux. Donc je tricotais avec une très bonne amie à moi, Marie-Laure. On achetait des plots toujours de chez Katia, c'était pas des rayures, mais elles changeaient de couleur et c'était très joli. Donc je choisissais un thème de couleur par enfant et puis je leur faisais des snoods comme ça et ils adoraient, c'était doux, et ça changeait de couleur, c'était sympa à tricoter du coup parce que c'est jamais la même chose donc on s'ennuie pas, et pratique. Donc ça j'ai commencé comme ça mais c'était en aiguille droite et ensuite je suis partie au Canada et là j'ai découvert les circulaires à cet endroit, cette boutique Espace Tricot. C'est comme ça que je me suis mise à tricoter en circulaire. Mais à ce moment-là, j'ai fait un pull, mais la laine coûtait quand même beaucoup plus cher que je n'en avais les moyens au Canada, ce qui fait que j'ai pas beaucoup tricoté, sauf quand j'avais pu ramener de France des pelotes de chez Drops qui quand même me permettaient d'allonger des kilomètres et des kilomètres d'écharpes, de cols, de pulls en tout genre, mais finalement, on m'a aussi demandé quel était l'objet que j'ai fait le plus. C'est la fameuse écharpe, le trendy châle. C'est là-dessus que je me suis entraînée. J'en ai fait des tonnes, que je porte plus du tout d'ailleurs, parce que je trouve que finalement, on peut pas vraiment faire le tour, ou sinon on est très... C'est pas le modèle le plus pratique, mais c'est le modèle sur lequel je me suis beaucoup entraînée. Donc voilà, une question aussi qui revenait souvent, qui est devenu mon after beach, vous vous rappelez, hein, avec les... Alors l'after beach, on va dire que c'est comme...
Entre lui et moi, c'est comme une histoire d'amour où franchement on se dit que on a eu trop de conflits, trop de malentendus, trop de disputes et qu'on essaye d'arranger les choses, mais à la fin des fins, ça ferait du réchauffé. C'est pas bon. Donc on a décidé de se séparer en bons termes, hein, mais on a décidé de se séparer pour repartir vers de nouvelles aventures. Donc c'est bien parce qu'il traînait dans un fond de panier comme ça et je me suis dit, moi les lilas, détricote. Je savais que ça allait être une vraie galère à détricoter, d'autant que j'avais un écheveau qui était bourré de nœuds. Vous vous rappelez, celui que j'avais renvoyé à Yann Bassimon qui gentiment me l'avait mis en plot, mais elle m'avait prévenu qu'elle avait dû couper et faire des nœuds, donc voilà. J'ai quand même beaucoup de pertes, hein. J'ai de la perte, je pense que j'ai pas mal de pertes. Mais voilà. Donc j'ai dû couper, hein. Voilà, il me reste ça, tout frisouillé. Ça. Et il me reste un bout que j'ai pas pu détricoter parce que je crois que c'est l'endroit où je relève pour faire les emmanchures, etc. C'est une vraie tannée. Je sais pas encore ce que je vais faire du bout qui reste. Je vais peut-être demander conseil aux copines ou j'essaierai de bidouiller quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne repartirai pas sur le même projet. Je pense que comme j'aurai pas assez de fibres pour refaire quelque chose d'identique, j'aimerais partir sur le fameux t-shirt d'Isabelle Kramer. J'ai jamais tricoté d'Isabelle Kramer, donc ce sera bien. Ce sera une nouvelle aventure. Ce t-shirt qu'elle a en bande rayée. Et carrément, comme ça c'est du mérino tencel, c'est un petit côté brillant, j'aimerais bien faire peut-être un coton, voir ce que ça donne, alterner avec une fibre mate. Comme ça ferait et un changement de couleur et un changement de lumière, de texture. Je pense que ça peut être intéressant. Genre avec cet orangé, soit un bleu nuit, soit un joli gris. Voir un peu ce que je peux faire ou je vais regarder. Mais voilà, on va repartir sur de nouvelles bases. Parce que là, c'était plus possible. Après, on m'a aussi demandé quel a été mon métier, quel est mon métier. Alors, moi j'ai une formation de comédienne, donc j'ai fait du théâtre et des cours de théâtre pendant 7 ans. J'avais 17 ans, j'ai eu mon bac et je suis partie, voilà, parce que j'ai vécu à Paris, je suis née à Paris, je suis partie dans le Midi, parce que mes parents ont déménagé dans le Midi. Je suis restée de 14 à 17 ans. Je suis revenue à Paris toute seule avec mes petites valises faire des cours de théâtre. Et j'ai joué, voilà, ça a été mon premier métier, accompagné de évidemment plein de petits boulots à côté, vous le pensez bien. Et ensuite, j'ai été aussi assistante d'un directeur de théâtre à Paris, où je faisais aussi un peu de relations publiques, où tout ça, j'ai appris sur le tas. Enfin, je faisais parce que j'étais animée par tout ça. J'ai été assistante à la mise en scène sur un spectacle aussi. Et puis je me suis, quand j'ai eu mes enfants, enfin j'ai continué à faire des petits projets à droite à gauche, mais quand j'ai eu mes enfants, je me suis consacrée à l'éducation de mes enfants puisque j'en ai eu 4 en 7 ans et que j'avais très envie de m'en occuper en fait. Et aujourd'hui, nous avons monté une start-up et nous sommes dans, mon mari et moi, le développement durable. Voilà. Donc start-up veut dire tout ce qui va avec quand on monte une boîte et quand on est patron et de sa propre entreprise enfin patron c'est pas le mot, mais surtout quand on est entrepreneur avec tout ce que ça comporte, hein, comme moment de démarrage, etc. Sauf que nous n'avons plus 20 ans, nous en avons 50 et que nous avons 4 grands-enfants. Donc voilà. Mais écoutez, souhaitez-nous bonne chance, c'est en train de... Je pense que nous sommes sur une bonne vibes. Voilà. Donc on m'a demandé aussi d'où venait mon petit truc de folie dans mes génériques. Et ben, je pense que ça vient de ces années-là de théâtre et pas que. Je crois que comme souvent tous les hypersensibles, les gens qui ont ultra conscience des choses parfois graves, etc., importantes, machin, ben, on s'en sort par l'humour, quoi. Et voilà, moi j'ai envie de me marrer, hein. Je me dis qu'on est là pour rigoler parce que il y a un début de la vie, il y a une fin, on sait pas quand, mais entre les deux, on sait qu'il faut se marrer un peu parce que sinon
quand même vachement moins rigolo. Et la vie se charge déjà naturellement de vous apporter des trucs pas toujours hyper marrants. Donc autant essayer de tirer le bon parti des choses et de se marrer quand on le peut. Donc voilà. Et comme vous l'avez compris, c'est pas une chaîne de tutos, c'est pas une chaîne où moi je vais vous apprendre des choses parce que je suis une autodidacte. Alors si, peut-être que je peux vous apprendre des choses, mais on va dire que c'est pas en mode professoral, c'est parce que j'aurais découvert des astuces, des machins. Mais j'apprends tout toute seule en regardant les copines, en regardant des chaînes, en regardant voilà ce qui se fait, en étant curieuse en fait, en cherchant. On m'a aussi demandé si je savais coudre. Bah, si vous avez suivi mes épisodes, vous savez que non, je ne sais pas coudre et que j'ai eu personne comme autour de moi qui coud, ou ma maman tricotait un petit peu mais pas beaucoup, encore une fois. Enfin, elle a tricoté quand même, mais toujours un peu le même type d'ouvrage. Et, euh, et voilà, et on m'a aussi demandé, ça va être long, je suis désolée, mais on m'a aussi demandé quel a été le déclic pour tricoter autant. Alors là, ça va être un parallèle justement avec ce que je viens de dire, le côté drôle et le côté pas drôle de la vie. C'est que il y a un an et demi, moi j'ai perdu ma maman, mais qui était très malade, donc je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Et quand ma maman est décédée, je me suis dit, enfin, je tricotais déjà, mais c'est un moyen, le tricot, d'avancer, en fait. Le jour, le soleil, d'ailleurs, elle me disait ça quand elle était vivante. Elle dit, tu sais, c'est très étonnant, mais quand il y a quelque chose de grave, un décès, tu te rends compte que tous les matins, le soleil se lève. Et ouais, toi, t'es dans ton chagrin, mais tous les matins, le soleil se lève. Et je me disais, ben voilà, allez, une maille après l'autre. On avance, une maille après l'autre, un rang après l'autre. Et ça m'a énormément aidé à avancer dans ce qui est le processus de deuil et tout ce qui va avec le deuil. Parce que si vous avez perdu quelqu'un dont vous avez dû vous occuper de tout ça, vous savez à quel point il y a tout un contexte administratif qui est très pesant et qui est très énergivore et voilà qui va avec. Hein. Et en plus, moi j'ai perdu mon papa 3 mois après avoir perdu ma maman, tout ça. Donc, voilà, dans ce tsunami qui m'est tombé dessus, j'avais le tricot qui me permettait de regarder les couleurs, la fibre, et puis d'avancer, quoi. Là, on voit qu'on avance. Et, et même quand on fait une bêtise, c'est pas grave, on défait, on recommence, mais on arrive toujours à construire. La mort, c'est la mort, quoi. Enfin, faut aller au-delà, mais il faut que la vie continue. C'est un moyen de voir que la vie continue. Voilà. On va résumer comme ça. Donc, la vie continue et le tricot m'a vraiment permis de me raccrocher à ça. Enfin, ça m'a accompagnée pendant tout ce processus de deuil, qui est certainement pas complètement fini, puisque je suis pas sûre qu'on fasse complètement le deuil de ses parents. Voilà. Bref. Et je rebondis aussi sur une autre question qui fait le lien. Et ce sera la dernière de cette vidéo parce que sinon ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. On m'a demandé si j'avais une formation de peintre puisque j'avais une façon de parler des couleurs qui a dû vous faire tilter là-dessus. Alors oui et non, je n'ai pas de formation de peintre, mais, mon papa était artiste peintre, était professeur dans sa grande jeunesse de peinture aux arts décoratifs, je crois. Et donc j'ai baigné dans l'univers pictural depuis ma naissance, où papa peignait. Il avait un métier, il a travaillé dans la publicité, il avait une maison d'édition aussi à lui, mais il y peignait tout le temps. Les vacances, il prenait les petits tabourets pliants et puis il m'emmenait, il peignait, c'était de la peinture figurative, donc il peignait beaucoup la nature, il adorait la nature, notamment la mer, la Bretagne, l'océan, les paysages, etc. Donc il m'emmenait, je partais avec lui au détour des chemins, au bord des rochers, et puis il s'asseyait, il prenait un dessin, un carnet de croquis, et tac, 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 et il peignait, il dessinait ce qu'il voyait. Il faisait souvent une aquarelle, comme ça, et puis ensuite il rentrait dans son atelier et il retransposait ce qu'il avait peint, esquissé avec de la peinture à l'huile. Donc moi j'ai toujours vécu dans
les palettes de couleurs, il m'a appris aussi à regarder les couleurs et à regarder les choses, pas telles qu'on nous les apprend, à savoir un arbre, le tronc est marron et les feuilles sont vertes, pas forcément. Si l'arbre est dans la pénombre, le tronc va être noir, les feuilles peuvent être bleues, si le soleil se couche, ça peut être jaune, orange, rose, enfin voilà, tout ça. Et puis, il se trouve aussi que je suis d'une famille de, de peintres. Mon papa était peintre, mon frère est peintre, mon arrière-grand-père était un peintre impressionniste qui s'appelait Camille Pissarro. Voilà. Donc j'ai baigné aussi dans les expositions de Camille Pissarro. Et mon papa était, en tant que petit-fils de Camille Pissarro, était aussi expert en Camille, c'est-à-dire que on recevait beaucoup de dessins, de photos à la maison, et mon père étudiait la peinture de Pissarro et arrivait à dire, à être expert, c'est-à-dire à dire si c'était un faux, un vrai. Donc ça demande beaucoup de recherches historiques. Est-ce que les dates corroborent avec le moment où Camille Pissarro était en tel voyage en Angleterre, à Rouen, voilà, ou dans sa maison? Est-ce que effectivement, quand il y avait une dédicace, il avait offert ce tableau-là à quelqu'un? Donc c'est énormément de recherches, énormément d'analyses et énormément d'observations. Pas que de la signature, savoir si elle a été vraie, fausse, machin, mais de la couleur, de la texture, de comment il dessinait, parce qu'il a si. Alors je vous mettrai quelques photos de peinture de Camille Pissarro, si vous ne connaissez pas. Il y en a beaucoup dans les musées, mais voilà. Il a peint beaucoup la campagne, des paysannes. Il aimait beaucoup peindre aussi la scène avec qu'on voyait enfin, comme peintre impressionniste, il était un des précurseurs et pour lui, c'était peindre la vie telle qu'elle était. Donc, c'était pas enrober la réalité de choses un peu trop jolies comme d'autres impressionnistes l'ont fait, mais c'était aussi peindre la réalité. Donc, peindre les paysannes dans les champs en train de travailler dur, c'était aussi peindre sur la Seine les péniches, notamment à Rouen, qu'on voyait avec les usines au fond, etc. Parce que c'était le monde ouvrier qu'il voulait mettre en avant. C'était rendre hommage à tous ces gens-là, c'était peindre les grands boulevards parisiens avec les calèches, les gens, cette espèce de tumulte, de fourmilière comme ça qu'on voit. C'était des jours de marché où vous voyez les étals de fruits, légumes, enfin, c'était tout ça. Donc, il peignait la vie telle qu'il la voyait, il la ressentait. Et donc j'ai effectivement beaucoup évolué là-dedans, entouré de peintres, entouré d'historiens d'art, entouré d'artistes tout court. Donc c'est vrai que la couleur a beaucoup compté et compte énormément pour moi. Observer les choses, regarder. J'apprends beaucoup à mes enfants, enfin depuis qu'ils sont petits, à regarder la nature, à contempler, même si je suis pas une grande contemplative, mais j'aime ça. J'aime m'émerveiller devant la mer, devant une lumière dans les arbres, une lumière traversante, un nuage, voilà. Donc oui, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs à travers le tricot rendre hommage à la peinture. Et que ce soit, donc je cherche un modèle assez simple, j'en ai un, mais je vous mettrai la photo. Je voulais noter le nom du modèle et évidemment je ne l'ai pas fait en montant tout mon matériel, mais je vous mettrai une photo. La photo que je vais vous montrer, c'est un hommage à Paul Klee, qui est un peintre aussi. Et j'aime beaucoup parce que, d'abord, j'aime beaucoup la photo de cette vieille dame avec cet enfant, parce que je trouve que ça résume bien la passation, la transmission, etc. Je trouve que la photo est très belle. Et les petits carrés comme ça qu'on voit dans le yoke avec des petites palettes de couleurs, pour moi, c'est vraiment. Alors, Paul Klee, quand on voit ses peintures, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits carrés, c'est assez géométrique. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est le côté palette de couleurs, tac, 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 tac. Et j'aimerais peut-être faire ce modèle-là en trouvant une laine qui rend hommage aux couleurs, voilà, on va dire des gens qui ont compté pour moi, mon papa,
forcément mon arrière-grand-père, enfin voilà. Mais j'ai pas encore trouvé. Peut-être qu'un jour, j'aime beaucoup en fait cette idée que le tricot puisse être autre chose que de faire juste un pull, une écharpe, un machin, mais que ça puisse être un moyen d'exprimer un sentiment, d'exprimer une émotion, d'exprimer ou de rendre hommage à quelqu'un, à quelque chose. J'aime bien cette idée-là. Euh, je trouve ça vraiment joli. Donc je n'ai pas dit mon dernier mot, mais je cherche encore. Peut-être que si vous avez des idées, allez-y, vous êtes les bienvenus. Donc voilà pour cette petite grande FAQ. J'ai reçu énormément de questions, je vous en remercie. Plus intéressantes les unes que les autres. Je reviendrai peut-être sur mon parcours un jour. On m'a demandé aussi les pays que j'avais visités, etc. Mais là, je voulais faire court et on est déjà à 1 heure, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. En tout cas, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon. On va vers le printemps, les jours rallongent. Donc, pensez donc à participer, pour celles qui ne l'ont pas fait, à vous abonner pour participer au concours qui aura lieu. Donc, je tire au sort le 14 février pour la Saint-Valentin. Et voilà, et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye.